Alors que les résultats des élections sont régulièrement contestés en Afrique, notamment francophone, comme en ce moment au Niger, pour ne citer qu'un pays de la région, alors que les processus électoraux sont perturbés et mis à mal par des changements constitutionnels, comment l'Afrique peut-elle composer avec l'exigence croissante de transparence démocratique? On en parle ce soir avec Philippe Savadogo. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue et merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes l'envoyé spécial de l'Organisation internationale de la francophonie au Togo, pays d'Afrique de l'Ouest francophone. Vous avez longtemps représenté l'OIF au sein de l'Organisation des Nations Unies. Vous avez été ministre de la Culture au Burkina Faso. Après, vous êtes occupé pendant 12 ans du festival très célèbre, le FESPACO. Alors, le Togo, c'est un pays dont on ne parle pas beaucoup dans l'actualité, en Europe notamment. Comment est-ce que vous qualifieriez aujourd'hui le processus électoral que vous avez vous-même supervisé l'an dernier? C'était exactement au mois d'avril, au printemps. Oui, il faut d'abord dire que nous avons non seulement aidé la CENI du Togo, la commission électorale, à relire les fichiers, et il y a eu un consensus autour de la table. Nous avons aussi été là pour accompagner et pour regarder. Et je pense que le plus important aujourd'hui, c'est qu'en quittant le Togo, nous avons laissé quelques conseils, comme par exemple consolider le fichier électoral à travers, par exemple, les cartes d'identité nationales, accompagner également les réformes et surtout continuer à préparer déjà les années à venir. Donc notre rôle, c'était surtout un rôle d'accompagnement, mais de facilitation. Et je pense que nous sommes sur cette dynamique et nous regardons de près l'évolution des choses. Justement, vous évoquez les réformes, l'avenir du Togo. Vous avez rencontré récemment Michaël Jean. Vous venez de rencontrer la secrétaire générale de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie. Quelle est justement votre feuille de route? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Eh bien, c'est d'abord comprendre que l'espace francophone, c'est un espace de solidarité. Et lorsque nous raisonnons, par exemple, dans la dimension de consolider les états civils, dans la dimension des réformes, nous avons de l'expertise francophone. Et en reprenant langue, il ne faut jamais rompre le dialogue. Cela devrait nous permettre d'accompagner le Togo, comme les autres pays d'ailleurs de la francophonie, et qui ont évolué positivement et mieux préparé à chaque fois les élections. Alors, je parlais tout à l'heure d'une certaine forme de malaise dans des pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Prenons par exemple ce pays, le Togo, puisque vous en êtes l'envoyé spécial de l'OIF. Le président vainqueur s'appelle Faure Gnassingbé. Il est au pouvoir depuis 11 ans. Il a rempilé l'an dernier pour un nouveau mandat. Son père, Gnassingbé Eyadema, a gouverné pendant 38 ans et 9 mois, 37 ans et 9 mois, c'est presque 38 ans. Est-ce qu'il n'y a pas confiscation d'une certaine manière du pouvoir ? Je devrais surtout dire que lorsque nous regardons l'avenir, il y a tout un processus dans tous les pays où l'alternance est en route. Et de ce point de vue, je crois que nous devons garder raisonnablement l'espoir que l'Afrique passe ce cap-là. Et je crois que ce cap est incontournable. Alors, plusieurs processus électoraux aujourd'hui posent un nouveau problème en Afrique de l'Ouest. On vient juste de l'apprendre avant que vous installiez sur ce plateau sur TV5 Monde. 19 des 25 candidats de la présidentielle aux Comores, pays francophone également, demandent un recomptage des bulletins de vote. On va nous s'intéresser au Niger, où se trouvent nos envoyés spéciaux, puisque là aussi, les principaux adversaires du président Issoufou contestent les résultats partiels. Pour l'instant, il est en tête, le président sortant, avec 46% des voix sur 40% des bulletins dépouillés. On va regarder leur reportage. Donc, ils sont allés à la rencontre de l'opposition. À Niamey, la vie suit son cours, la population attend. Mais la rumeur de la ville enfle, les soupçons de fraude sont nombreux. Le docteur Traoré vit sa deuxième campagne présidentielle. Cet indépendant pèse 1%, peut-être un peu plus qu'en 2011. Son équipe compile ici les scores, ils diffèrent de ceux de la CENI. Mais le docteur n'est pas découragé. Regardez, de tels comportements et ne rien faire, c'est vraiment, excusez-moi l'expression, c'est être un peu apatride. Nous avons le devoir de corriger toutes ces lacunes. Le peuple nigérien en a besoin. Nous sommes encore derniers de la planète et on est encore à s'amuser avec l'avenir de tout un peuple. Alors pour nous,
loin d'être découragés, ça nous réconforte et ça nous motive davantage à nous battre. Comment entrer en politique quand les résultats et la réalité sont autant remis en doute? Aïcha participe à ses premières législatives et déjà rien ne l'étonne. Mon objectif premier, c'est d'exister d'abord dans la compétition en tant que femme pour la représentation du quota féminin et ensuite convaincre les femmes qu'effectivement, il y a cette possibilité pour que nous, on soit choisis à côté des hommes, même si nous n'avons pas l'argent pour acheter les gens. L'achat de conscience, c'est de bonne guerre parce que en politique, tous les moyens sont permis. 4 jours après le scrutin, aucune proclamation n'a encore eu lieu. La politique nigérienne n'est plus que soupçons, preuves de fraude et contre-preuves. Une triste habitude dont le peuple pourrait bien se fatiguer. Philippe Savadogo de l'Organisation internationale de la francophonie est notre invité. Une réaction à ce reportage que l'on vient de voir sur le Niger? Eh bien, il faut d'abord dire que nous souhaitons effectivement que l'on puisse travailler amont pour permettre justement un bon déroulement durant donc la période électorale. Il y a effectivement des cas assez difficiles, mais il y a aussi des cas de réussite. Récemment, en République centrafricaine, le premier au premier tour a reconnu sa défaite au deuxième tour et félicité son rival. Au Burkina, avec donc la même configuration, M. Zéphirin Diabré a félicité dans l'heure qui a suivi les résultats. C'est donc dire que nous devons faire un travail, nous devons poursuivre pour consolider les commissions électorales nationales et surtout permettre une transparence accrue pour qu'il n'y ait pas de contestation. Alors plusieurs crises secouent en ce moment des pays d'Afrique et elles sont liées à la volonté de certains dirigeants de s'accrocher au pouvoir en modifiant la Constitution. Prenons l'exemple notamment de Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville ou encore de l'autre côté du fleuve au Congo-Kinshasa avec Joseph Kabila. C'est en tout cas les accusations portées à son encontre par l'opposition congolaise. Quel est votre regard au sujet de ces dirigeants qui s'accrochent à tout prix au pouvoir en modifiant les constitutions? Eh bien, l'histoire nous enseigne de toutes les façons que nous devons aller vers la grande demande de nos peuples, la jeunesse, mais aussi un monde qui change tous les jours. Donc, de ce point de vue, il faut bien que nous puissions tourner la page de ce système de gouvernance et faire en sorte que les générations, non seulement aient leur place, les nouvelles générations. Mais concrètement, qui peut faire quelque chose? Est-ce que c'est l'Union africaine? Est-ce que c'est l'Organisation des Nations Unies? Qui peut convaincre aujourd'hui Joseph Kabila, qui a reçu d'ailleurs Ban Ki-moon, le numéro 1 de l'ONU, pas plus tard que ces derniers jours? Qui peut les convaincre? Eh bien, moi, je pense qu'à partir du moment où le dialogue n'est jamais rompu, que les pressions existent et que les processus devraient aussi se consolider vers un état de droit, vers des élections transparentes, mais aussi vers des constitutions fondues dans le béton, nous devrions un jour tourner la page de ces moments qui nous renvoient au siècle passé. L'Organisation internationale de la francophonie se dit très inquiète, au même titre d'ailleurs que les Nations Unies et que l'Union africaine, qui ont parlé récemment d'un risque de génocide au Burundi, de massacres de grande ampleur. La crise perdure dans ce pays. Là encore, on a une contestation entre l'opposition et le président Pierre Nkurunziza, qui a remporté récemment l'élection présidentielle, scrutin contesté. Quelle est l'urgence, selon vous, pour éviter le pire dans ce pays ? Eh bien, c'est d'abord de ne pas rompre le dialogue. Je pense que le secrétaire général des Nations Unies l'a fait aussi bien au Burundi qu'au Congo, mais c'est aussi de continuer à expliquer et à convaincre, parce que nous ne pouvons pas gérer une nation en étant partisans. Donc, de ce point de vue, il faut que nous maintenons le dialogue, il faut que nous éloignions les situations qui peuvent être irréversibles s'il y avait des affrontements. Et l'Afrique n'a pas besoin de ça, nous n'avons pas besoin de ça. Vous avez évoqué tout à l'heure le Burkina Faso, votre pays, avec ce candidat qui a reconnu sa défaite dès le premier tour. Quel est votre regard sur la transition en cours, justement, au-delà de ce scrutin présidentiel ? Eh bien, c'est d'abord dire que la transition est passée. Je pense d'ailleurs que le président de la transition, Michel Kafando, est observateur de l'OIF au Niger. Et
tant bien que mal, le bateau est arrivé à bon port et nous sommes sortis avec des élections incontestées. L'équipe dirigeante qui a donc gagné les élections est déjà à la bourre. Et pour moi, nous devons regarder plutôt l'avenir, ce qui nous préoccupe, les priorités, l'emploi des jeunes, mais aussi la dynamique de professionnalisation des femmes, les jeunes et les femmes, l'espoir de notre continent. Beaucoup de Burkinabés appellent aussi à faire la lumière, Philippe Savadogo, sur l'assassinat dans les années 1980 de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara. À ce sujet, terminons, si vous le voulez bien, par ce qu'on a appris hier. L'ancien président Blaise Compaoré vient d'obtenir officiellement la nationalité ivoirienne, ce qui devrait empêcher des poursuites à son encontre, alors qu'il est soupçonné d'avoir participé justement à ces événements dans les années 80. Quelle est votre réaction à cela? Eh bien, il faut peut-être avoir deux types de réactions. À chaud, je dirais que nous sommes dans une dynamique où nous n'ignorons pas que l'épouse de l'ancien président est ivoirienne et qu'à ce titre, il peut effectivement accéder à cette nationalité. Nous savons aussi que sans passion, nous allons certainement arriver à trouver des solutions à cette situation, car la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est aussi l'histoire de deux pays qui étaient d'ailleurs unis il y a 50 ans et qui continuent de vivre dans une situation de « je t'aime moi non plus », mais nous savons que le plus important, c'est l'entente de nos peuples et c'est aussi l'avenir. Philippe Savadogo, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Je rappelle que vous êtes l'envoyé spécial de l'Organisation internationale de la francophonie pour le Togo. Merci à vous. Merci.